Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je sais que dans le monde de Booktube, tout ce qui a trait à Disney plaît à de nombreuses personnes. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo sur cette thématique en vous proposant de faire des recommandations de livres selon votre personnage Disney préféré. J'ai essayé de ne pas taper trop dans les clichés, mais vous allez voir que dès la première recommandation, il y en a un petit peu. Le premier personnage Disney est Mérida, qui est la jeune femme aux grands cheveux roux dans le film Rebelle, qui vit en Écosse. Et c'est d'ailleurs sur ce dernier mot que je vais m'arrêter en vous parlant du livre Outlander, écrit par Diana Gabaldon et ici publié aux éditions J'ai lu dans cette sublime édition. On y suit Claire Beauchamp, qui est une jeune femme infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, à la fin de celle-ci, décide de partir avec son mari en Écosse pour réaliser sa seconde lune de miel. Et c'est lors de celle-ci qu'elle va malencontreusement tomber sur un rite qu'elle n'était pas supposée voir et se retrouver plongée au cœur du XVIIIe siècle en Écosse et assister à la révolution jacobite. Ce livre est absolument addictif, c'est un beau pavé de plus de 800 pages, mais il se lit extrêmement bien, extrêmement vite. Il est extrêmement immersif, avec la plume qui nous fait sentir au cœur même du XVIIIe siècle en Écosse. On en apprend d'ailleurs plus sur cette partie de l'histoire qu'on ne nous a jamais enseignée, du moins à l'école française. La révolution jacobite, je n'en avais absolument aucune idée avant de découvrir ce roman. Je trouvais que c'était plutôt bien abordé. Par ailleurs, Claire Beauchamp, qui a servi d'infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale, a de nombreuses connaissances médicales, en tout cas au niveau des plantes, et elle va utiliser ce type de médecine pour ne pas passer pour une sorcière. Et tout ce qu'elle rapporte est plutôt crédible pour avoir vérifié sur internet, et j'ai trouvé cette partie extrêmement intéressante, comment se soigner avec les propriétés des plantes. On a enfin un personnage principal féminin qui est assez fort, indépendant, avec un fort caractère, qui est de ce fait attachant. Cependant, elle a tendance à être un tantinet agaçante, à faire à chaque fois l'extrême opposé de ce qui lui est recommandé, et se retrouver dans des situations pas possibles. Et par ailleurs, on assiste à de nombreuses scènes de fesses qui sont souvent gratuites, violentes et qui n'apportent pas grand-chose au récit. Mais il n'empêche que je recommande fortement ce roman qui se lit extrêmement bien, qui est très addictif et dont l'adaptation sur Netflix est bonne à regarder. Le second personnage Disney, ou plutôt les seconds personnages Disney, il s'agit de la princesse Mulan et de la princesse Jasmine, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je vais vous parler du livre Iscari. Il s'agit ici du tome 1 qui est écrit par Kristen Ciccarelli et publié aux éditions Paul Fiction. On y suit Asha, qui est une jeune princesse qui vit dans le royaume de Figart. Lors de son enfance, elle a été brûlée à vif par un dragon et à ce jour, elle est couverte de la tête aux pieds par une armure qui la protège vis-à-vis des dragons, mais également vis-à-vis du regard des autres. Et elle continue d'aller combattre les dragons en leur contant des histoires interdites afin de les attirer. Elle est promise à Jarek, ou Yarek, qui est le chef des armées de son père, qui est en quelque sorte une brute sans cœur, extrêmement violente. Et lorsque son père lui propose le marché suivant, à savoir ramener la tête du dragon légendaire Kozu et en échange annuler leur mariage, celle-ci accepte sans hésiter et fonce sans se poser de questions. Je pensais à la princesse Mulan pour le côté guerrière extrêmement badass, et puis également pour la jeune femme qui ne souhaite pas rentrer dans les rangs, qui est promise à un homme ou à quel elle ne souhaite pas s'unir.
Et en ce qui concerne la princesse Jasmine, c'était plus pour l'ambiance générale du livre, avec cette impression de voyager dans le pays des mille et une nuits. La plume est extrêmement belle et elle nous donne l'impression d'être dans ce paysage avec une description des décors qui est extrêmement sublime. Par ailleurs, on ne s'ennuie absolument jamais avec une action qui est permanente. Il n'y a pas de moment de répit, on ne s'ennuie absolument pas. On a également affaire à une histoire d'amour qui est jolie, qui ne se révèle absolument pas cliché pour un livre jeunesse. Et enfin, cette belle plume nous donne l'impression que ces histoires nous sont contées, comme dans Aladdin au tout début. Et d'ailleurs, on a des petits passages dans le récit de contes et ça en rend encore plus agréable la lecture. Le troisième personnage Disney, il s'agit de Lilo dans le film Lilo et Stitch. Et pour cela, j'ai décidé de vous parler du livre Les Descendants, écrit par Kawi Hart Hemmings et publié ici aux éditions Babel. Donc ici, on peut admirer la couverture qui est utilisée pour le film. On y suit Matthew King, qui est le descendant d'un riche propriétaire hawaïen qui se retrouve à la tête d'un gros terrain dont il ne sait que faire. Et puis, qui se retrouve aussi du jour au lendemain à devoir gérer ses deux filles, Alex l'aînée et Scotty la plus jeune, suite à un accident tragique de sa femme qui se retrouve plongée artificiellement dans le coma. Donc, pourquoi j'ai pensé directement à Lilo à la lecture de ce roman ? Donc, hormis le côté extrêmement cliché avec « ouais, on vit à Hawaï », j'ai surtout pensé à ça pour le côté famille au premier abord extrêmement dysfonctionnel, avec d'un côté Scotty, donc la plus jeune, qui est une gamine, on peut le dire, complètement paumée. Elle a des côtés mythomanes et provocateurs. Et par contre, c'est une gamine qui est extrêmement attachante, qui n'a pas de filtre quand elle s'exprime, et ce qui peut donner lieu à des passages extrêmement drôles. Il y a sa grande sœur, Alex, qui, lors de son adolescence, a appris de nombreuses drogues et s'est retrouvée prise en charge dans un internat, dont le père et Scotty viennent la chercher pour la ramener à la maison. C'est en quelque sorte la seconde maman, qui est beaucoup plus terre-à-terre que son père, et puis qui ramène dans l'équipe Sid, un ami d'enfance, qui est, disons-le, drogué H24, qui est pareil, extrêmement attachant. Et puis enfin, on a le père, donc Matthew, qui a sa femme qui vient d'être plongée dans le coma, qui a quelques difficultés pour communiquer, qui est un petit peu pâteau, qui se retrouve extrêmement déboussolé à devoir gérer d'un seul coup l'éducation de ses filles, lui qui ne s'en est jamais vraiment occupé, c'était plutôt sa femme qui gérait ça. Donc voilà, on a affaire à une famille qui est complètement dysfonctionnelle, mais par contre qui reste extrêmement unie quand il y a des obstacles, qui ne s'abandonne jamais, pour reprendre les termes du film. Je vais y arriver, pour reprendre les termes du film Lilo et Stitch. Petit aparté concernant ce livre, donc il a été adapté au cinéma avec George Clooney et Shailene Woodley qui jouent extrêmement bien. Ce film est extrêmement émouvant et je vous le recommande plus en plus du roman évidemment. Pour le personnage suivant, j'ai choisi de vous parler de Scar, donc le méchant dans Le Roi Lion. Et pour celui-ci, j'ai décidé d'y associer le roman Ma cousine Rachel, que je n'ai aujourd'hui pas en possession, qui a été écrit par Daphné du Maurier et publié aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce roman, on y suit Philippe, qui, se retrouvant orphelin, va être adopté et élevé par son cousin Ambroise, qui va vraiment l'aimer et le chérir comme un fils. Ça va être une vie qui, globalement, va se dérouler sans aucune présence féminine. Et puis un jour, Ambroise doit se rendre en Italie pour quelques voyages d'affaires, il me semble. Et puis, il va écrire des missives à son cousin Philippe et lui raconter qu'il a rencontré là-bas une parente, donc la cousine Rachel,
Et on va comprendre très rapidement qu'il en est tombé éperdument amoureux, ce qui est absolument stupéfiant pour le cousin Ambroise qui a toujours refusé quelque présence féminine que ce soit chez lui. Et puis ça va se dérouler extrêmement vite. Le cousin Philippe ne va pas comprendre ce qui se passe. Et ça, le cousin Ambroise va même jusqu'à lui dire qu'il va épouser la cousine Rachel. Voilà, c'est extrêmement rapide. Et puis petit à petit, les missives vont se faire de plus en plus rares et puis de plus en plus inquiétantes. Le cousin Ambroise va rapporter qu'il se sent absolument surveillé. Et puis il a l'impression qu'on en a après son argent. Et puis progressivement, il va demander au cousin Philippe de venir en Italie parce qu'il ne le sent pas. Et il va vraiment le presser de venir au plus vite. Quand enfin le cousin Philippe se libère et se rend en Italie, il est déjà trop tard, son cousin Ambroise est décédé et Rachel a complètement disparu. Alors quand Philippe se rend de nouveau dans son manoir en Cornouailles et il voit venir la cousine Rachel, ça promet une belle rencontre. Pourquoi j'ai décidé d'associer Scar à Rachel? Pour ceux qui ont lu le roman, vous aurez très vite compris. Rachel n'est pas tout à fait le personnage qu'on croit, donc sous des apparences extrêmement belles, etc. C'est quelqu'un d'assez sournois, pour ne pas dire plus. Ça a été pour moi un coup de cœur phénoménal, et je pèse mes mots. J'avais vraiment peur parce qu'il y avait d'extrêmement bons retours sur ce roman, et j'avais vraiment peur d'être déçue. Et ce ne fut absolument pas le cas. La plume, elle est sublime. C'est un thriller psychologique vraiment haletant. Je l'ai lu, sans vous mentir, en 24 heures top chrono. On passe par absolument toutes les émotions. La peur, la haine, l'angoisse, la tristesse, enfin voilà tout. Et ce qui est c'est extrêmement prenant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on sait dès le début comment cela va se terminer. Et on se retrouve complètement impuissant. On est vraiment juste spectateur et en fait ça nous crève le cœur de ne rien pouvoir faire. On a envie de secouer le personnage en lui disant mais ouvre les yeux, tu le savais pourtant depuis le début et ça se passe comme ça devant nous, on peut rien y faire. Voilà, j'ai vraiment été subjuguée par autant de talent et je ne peux que vous le recommander. Simplement pour les âmes sensibles, s'abstenir, ça fait vraiment démarrer le cœur à 100 à l'heure. Le personnage suivant, il s'agit des moires. Donc vous savez, ce sont ces 3 femmes dans Hercule qui vont couper le fil de la vie. Et pour ces personnages Disney, j'ai pensé au roman La Faucheuse, écrit par Neil Shusterman, publié ici aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, on se retrouve dans un monde futur où la mort n'existe plus, tout simplement. Les progrès de la médecine ont été tels que la mort a été totalement éradiquée. Et quiconque tente de se suicider va tout de suite être transporté dans un centre de résurrection et être ramené à la vie comme auparavant. Du coup, on se retrouve dans un cas de surpopulation, évidemment. Et pour faire face à ça, a été mis en place ce qu'on appelle une faucheuse, enfin des faucheuses, qui sont des personnes recrutées pour aller glaner la population, on ne dit pas tuer. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont un quota chaque année à respecter de personnes qu'elles doivent aller tuer. Mais par contre, elles choisissent les personnes, elles choisissent la façon dont elles peuvent le faire, etc. Et on va suivre 2 personnages, donc Citra et Rowan, qui vont être recrutés par le maître Faraday pour devenir apprentis faucheurs. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise quand ils apprennent qu'un maître n'est censé recruter qu'un seul apprenti et qu'il va donc devoir choisir. Pourquoi j'ai choisi ce roman pour les Sœurs Moires? Simplement parce qu'il s'agit de personnages qui ont le destin d'autres personnes entre leurs mains, qui choisissent s'ils doivent vivre ou mourir. Voilà. Et ce roman est absolument génial. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas été autant entraînée par un roman young adulte. On tourne les pages sans regarder ce qui reste à lire avant de le terminer. Enfin, c'est absolument subjugant. Je trouvais que le pitch était très original. Les personnages sont vraiment peu caricaturaux. Ils ont vraiment une force de caractère. Ils vont pas tomber dans les clichés du young adulte qu'on retrouve régulièrement.
La plume est très jolie, très fluide, franchement c'est hyper agréable à lire. Par contre, je trouvais qu'il manquait juste un petit truc pour s'approcher du coup de cœur, peut-être des personnages peut-être un peu trop froids, et puis un monde où je trouvais qu'il y avait quelques incohérences, à savoir qu'il était vraiment peu contrôlé, les faucheuses font vraiment ce qu'elles désirent, et forcément, elles dépassent pour certaines des limites qu'il ne faudrait pas dépasser. Mais globalement, je vous le recommande fortement. Le personnage suivant, et cela risque de vous étonner, il s'agit de Rémi, le petit rat dans Ratatouille, et j'ai décidé d'y associer le roman Le jeu de la dame, écrit par Walter Tevis et publié ici aux éditions Gallmeister. Donc on va y suivre Beth, une jeune fille de 8 ans qui se retrouve orpheline du jour au lendemain suite à l'accident de voiture de sa mère, et qui va être emmenée à un orphelinat où elle va se révéler rapidement être une jeune fille brillante. Et visiblement, dans cet orphelinat, pour les jeunes gens brillants, le privilège, c'est de pouvoir aller frotter les brosses du tableau dans le sous-sol. C'est là qu'elle va y faire la rencontre de Monsieur Scheibel, il me semble, qui est l'homme à tout faire de cet orphelinat. Et il est en pleine partie d'échecs. Et Beth, quand elle va voir ça, elle va tomber complètement amoureuse de ce jeu, elle va comprendre extrêmement vite les règles, et elle va se révéler être un vrai petit prodige dans ce jeu. Et du coup, c'est l'histoire de Beth, et on va y suivre tout son parcours et sa montée fulgurante dans le milieu des échecs qui était jusqu'alors peu ouvert aux femmes pendant ces années. Pourquoi j'ai décidé d'associer le jeu de la dame avec Rémi ? Tout simplement pour le côté petit prodige, génie, qui va vite monter dans le milieu. Ce roman a encore une fois été un immense coup de cœur. Il a la particularité, même si on ne connaît absolument rien aux échecs, de nous faire vivre des parties haletantes. Franchement, on a l'impression d'être des prodiges nous-mêmes en lisant ça. C'est vraiment superbement bien écrit, ça nous fait vraiment rentrer dans le jeu, même si, encore une fois, on n'y connaît rien. On va également aborder les travers du génie, le fait qu'elle ne rentre pas tout à fait dans les cases, et pardon pour ce jeu de mots, qu'elle a du mal à trouver sa place, que c'est compliqué parfois pour communiquer, et puis qu'elle a également un côté excessif dans tout, que ce soit dans des longues insomnies, dans l'alcool, dans les drogues, etc. Et encore une fois, je vous conseille de lire ce livre et également de regarder l'adaptation Netflix qui est superbement interprétée par Anya Taylor-Joy, si je me trompe. Le dernier personnage, il s'agit de Milo dans Atlantide, l'Empire perdu. Et pour ce personnage, j'ai décidé d'y associer le livre Jurassic Park, écrit par Michael Crichton et publié ici aux éditions Pocket. Donc on va y suivre un vieux milliardaire aux idées complètement farfelues qui a pour nouvelle lubie de créer un parc avec des dinosaures. Comment il a pu se permettre cela ? Grâce aux avancées scientifiques, ils ont visiblement retrouvé dans de l'ambre un moustique qui aurait piqué des dinosaures il y a des milliards d'années. Ils ont prélevé son ADN et puis ils ont pu reconstruire à partir de cela des dinosaures, et ainsi recréer un parc peuplé de toutes ces espèces. Avant l'ouverture, il souhaite cependant l'aval de connaisseurs et convie deux paléontologues de renommée ainsi qu'un célèbre mathématicien, et puis il va leur demander leur avis lors d'une visite qui cependant ne va pas se dérouler tout à fait comme prévu puisqu'il s'agit d'espèces qui ont disparu il y a des milliards d'années, et les replonger dans un environnement qui n'est pas le même qu'autrefois, et tout sauf une bonne idée. Pourquoi j'ai décidé d'associer ce roman à Milo, plus pour le côté scientifique. Voilà. Ce roman, il est extrêmement agréable à lire, la plume elle est très fluide. Je savais même pas à la base qu'il existait un roman qui avait du coup été la base de ce film. Et franchement, il est super bien. C'est vraiment un thriller haletant. Dès les premières pages, on est vraiment pris dedans avec des descriptions de morsures de lézards un peu inquiétantes, des décès de nouveau-nés qui sont très soudains, où on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Ça aide à mettre en place le récit et à créer un gros suspense.
Et puis, ça nous permet également de débattre, de discuter sur les avancées scientifiques et puis les conséquences que ça peut avoir, notamment dans la manipulation génétique. C'est très bien abordé, c'est même très crédible, réaliste, travaillé. Il faut savoir que Michael Crichton, à la base, c'est un médecin qui, c'est une histoire assez drôle, pour financer ses études, ça coûte extrêmement cher aux États-Unis de se lancer dans des longues études, a décidé de publier des best-sellers pour financer les études. Voilà. Donc ce roman, c'est une machine extrêmement bien huilée, tout avance bien, c'est bien écrit, l'histoire elle est bien ficelée. Il y a cependant quelques longueurs avec des courses-poursuites avec des dinosaures dont on serait bien passé pendant 36 000 pages au moment. Voilà. Mais globalement, ça reste un récit extrêmement prenant, avec une intrigue qui est super. L'adaptation ciné, elle est topissime aussi. La suite, un peu moins, mais en tout cas, le premier volet est chouette à suivre. Et puis, j'ai acheté la suite et j'ai hâte de la découvrir. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette sélection vous aura plu et que l'idée également. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures et puis je vous retrouve prochainement. Salut!